Europe 1. Pascal Pro et vous. De 11h à 13h sur Europe 1, vous écoutez Pascal Pro et on vous retrouve, Pascal, avec vos deux invités, Général Ghislain Réty et Général Thierry Oroscoe. À l'occasion de la sortie d'un livre, le GIGN, par ceux qui l'ont commandé, livre de Pierre-Marie Giraud et les commandants du GIGN à Mareuil et Éditions. Est-ce qu'on peut d'abord définir ce qu'est le GIGN et dans quelles conditions vous êtes appelé et comment vous intervenez ? Le GIGN, c'est le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale. C'est l'ultima ratio pour la Gendarmerie nationale, dans le domaine de l'intervention, mais pas que, dans le domaine aussi de la protection et de l'acquisition du renseignement. Donc au total, c'est près de 1000 personnes, donc 400 vraiment sur la base centrale, et ensuite 14 antennes réparties, 7 outre-mer et 7 métropoles. Et c'est donc un groupe d'intervention d'élite lorsqu'il y a une prise d'otage, lorsqu'il y a quelque chose qui nécessite l'arrivée de ces hommes ultra formés. Exactement, c'est vraiment l'ultima ratio, comme je le disais, pour les prises d'otages, pour les forcenés, dès qu'il y a une situation à risque ou une difficulté technique. Ça peut être effectivement sur les prises d'otages, mais ça peut être aussi pour des interpellations de trafiquants d'armes, des trafiquants de stupes, des pilotes de go-fast qu'il faut interpeller en flagrant délit. Et qui commande l'intervention du GIGN et quelle est la différence entre le GIGN et le RAID ? Alors, une intervention est toujours commandée par un officier que je désigne, chef de mission. Et la différence entre le RAID et le GIGN est le pendant du GIGN, mais pour la police nationale. Mais qu'est-ce qui fait qu'on appelle le GIGN ou qu'on va appeler le RAID pour une prise d'otage ? Qui décide ? Alors, si la prise d'otage a lieu en zone police, donc de façon très schématique, c'est les villes de plus de 20 000 habitants, de façon très schématique, je précise. La gendarmerie est compétente sur 96% du territoire, et donc tout le milieu rural et surtout périurbain aussi. Donc c'est important évidemment de poser ces questions pour les auditeurs, c'est que c'est d'abord, une différence géographique qui fait que le RAID intervient sur un endroit et que les GIGN intervient sur un autre. Nous sommes d'accord ? Entièrement d'accord. Alors il y a des questions qui vont pouvoir être posées, et puis évidemment le général Thierry Oroscoe, qui était ancien patron du GIGN. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on devient après, une fois qu'on n'est plus patron du GIGN ? Qu'est-ce qu'on fait ? Personnellement, j'ai créé une entreprise qui s'occupe d'édition de logiciels en lien avec la sécurité, parce que j'avais quand même une expérience opérationnelle, et puis je tenais à aller au bout d'un nouveau défi, parce que quand on quitte le GIGN, c'est difficile, passer d'un monde d'exception à autre chose. J'ai choisi de quitter la gendarmerie et d'aller voir dans le civil. Et vous étiez jeune, et de relever les challenges. J'avais à peu près l'âge de Ghislain, il y a une dizaine d'années. 25 ans. On va avoir des auditeurs qui vont pouvoir vous interroger. On est avec Franck. Bonjour Franck, le GIGN. Alors je peux lire quelques passages évidemment du livre. Qui n'a jamais rêvé de pénétrer au cœur d'une unité d'intervention comme le GIGN, qui n'a jamais rêvé de glisser ses pas dans ceux d'un guide pour lequel aucun rouage de cette machine de haute précision n'avait de secret. C'est le sens du livre pour lequel nous vous recevons aujourd'hui. Et puis c'est vrai, exemple d'engagement, le GIGN en action, le 26 décembre 1994 sur l'aéroport de Marseille-Marignane, où un avion d'Air France aux mains d'un commando islamiste s'était posé 15 heures plus tôt. Il est 12h12 et on se souvient de ces images avec le GIGN qui était intervenu il y a 30 ans, vous le disiez tout à l'heure. Franck, une question, une analyse peut-être pour nos invités. Écoutez, moi, en tant qu'ancien flic, j'ai pu approcher de près, mais pas de trop près, malheureusement, les hommes du GIGN. C'est une unité formidable et remarquable. On a pu les voir en action lors justement des attentats qui ont touché Paris. Donc c'est vraiment une unité remarquable, aussi bien nationale qu'internationale. C'est vrai que tout le monde parle des hommes du GIGN partout dans le monde. Donc ça doit être une sacrée fierté aussi bien pour les agents que pour les officiers. Moi j'ai une question, je voudrais savoir s'il y a d'autres pays qui demandent justement encore l'aide du GIGN pour tout ce qui est formation, tout ce qui est est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont intéressés par le GIGN? Réponse du général Ghislain Réty, qui est, je le rappelle, l'actuel patron du GIGN depuis 2020. Alors, le GIGN échange avec énormément de pays. En 2023, on a échangé avec près de 82 pays. Donc, c'est des échanges, soit des programmes de formation,
qui s'incluent sur une thématique particulière, des fois de façon pluriannuelle. Après, on a des échanges vraiment opérationnels avec certaines unités ciblées, qui sont vraiment les équivalents du GIGN à l'étranger. Donc ça peut être dans le cadre de réseaux européens ou des réseaux internationaux, ou en bilatéral, vraiment avec des homologues qui nous sont vraiment des unités sœurs. Voilà. Après, sur le plan opérationnel, il nous arrive d'intervenir au profit de certains pays. On l'a fait en Belgique, en janvier 2015, suite à une vague d'attentats qui a lieu aussi en Belgique, où le GIGN était intervenu parce qu'il avait des moyens et des savoir-faire que ne disposaient pas les Belges. Donc sur la demande du pays belge, on était intervenu aussi par exemple sur la Coupe du Monde du Qatar, ou de foot, où le GIGN a mis à disposition des savoir-faire pour pouvoir éventuellement intervenir en cas de crise. Et on va poursuivre évidemment cette conversation jusqu'après le journal de 12h avec le rappel des titres d'Émilie Dez. À tout de suite. Vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1. Pour réagir et donner votre avis sur Europe 1, rendez-vous sur la page Facebook de Pascal Pro. Europe 1, 11h, 13h, Pascal Pro et vous. Pascal Pro et vous, la suite sur Europe 1. Et on vous retrouve, Pascal, avec vos deux invités, Général Ghislain Réty et Général Thierry Orozco. Le GIGN, par ceux qui l'ont commandé pour la première fois, les commandants du GIGN racontent l'unité. C'est aux éditions Mareuil et c'est avec Pierre-Marie Giraud. Ce qui est intéressant peut-être, c'est de parler du recrutement des gens qui viennent dans le GIGN. Aujourd'hui, il y a plus de demandes que de places. Pour une place, je crois que vous avez une vingtaine de demandes. Oui, c'est ça, on a plus de 300 candidats par an. Donc on les sélectionne parmi des gendarmes. Donc il faut d'abord rentrer en gendarmerie, mais beaucoup viennent d'autres armées, des forces spéciales ou du monde civil, pour entrer en gendarmerie, pour ensuite viser le GIGN. Et parmi ces 300 candidats, c'est 3 mois de tests assez intensifs. Et à la fin, on va en retenir une quinzaine. Et les années phares, on va en retenir une vingtaine. Voilà. Donc on est bien sur un taux des hommes, des femmes. Alors, les tests sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Alors, il n'y a pas de filles qui ont réussi les tests comme pour tous les hommes. Pourtant, pour des missions d'acquisition du renseignement, pour des filatures, pour des poses de balises, etc., les femmes nous sont très utiles. Donc, ce sont les mêmes tests. On adapte un tout petit peu les tests physiques, mais les soft skills sont les mêmes. Leur détermination est des fois même bien supérieure. Alors, vous êtes l'actuel patron du GIGN, et puis le général Thierry Orozco est, lui, l'ancien patron du GIGN entre 2011 et 2014. Est-ce que vous pourriez établir le portrait robot du parfait candidat au GIGN ? Ah oui, parfait. Je pense que le GIGN connaît parfaitement le portrait robot de celui qui va recruter. Je crois que ça n'a pas beaucoup changé depuis le début. Il faut avoir un vrai potentiel physique. Ça, c'est important, mais ce n'est pas déterminant. La deuxième, c'est une capacité d'adaptation. Le GIGN, c'est vraiment l'unité qui définit par l'adaptation, parce que ça ne sera jamais comme on l'a imaginé. On a beau tout planifier, ça sera différent en opération. La troisième chose, c'est évidemment la capacité à résister au stress. Alors on peut vous l'apprendre, mais vous avez un potentiel, chacun a un potentiel qui sera différent. On va vous apprendre à élever votre niveau. Mais comment vous le mesurez lorsque vous recrutez quelqu'un ? Alors c'est très facile. Il n'est pas en situation de stress, évidemment. C'est-à-dire que, comme vous le dites très justement, l'épreuve du feu, vous-même, vous avez peut-être été surpris dans un sens ou dans un autre, en voyant parfois des éléments à l'épreuve du feu, et vous vous êtes dit, c'est extraordinaire, parce que je n'imaginais pas qu'il réagirait comme ça. Alors, ça, il vaut mieux l'éviter. Il vaut mieux qu'on ait prévu et qu'on connaisse bien la personne. Alors, la meilleure façon de vérifier la qualité de la personne face au stress, c'est la grande fatigue. La grande fatigue physique, empêcher quelqu'un de dormir pendant longtemps, et puis l'empêcher de savoir ce qu'il va faire dans l'heure qui suit. Donc ça, c'est pendant la formation. Pas, c'est pendant la formation. Donc ils ne dorment pas. Les fameux 3 mois dont parle Donc là, ils dorment Ghislain, pas. On les met dans des on les met situations de façon extrêmes. à ce que vous ne puissiez pas dissimuler votre personnalité, parce qu'il y a aussi le 5e élément, qui est l'élément essentiel, c'est de savoir travailler en équipe. Le GIGN, c'est un groupe. C'est plus facile, ça, c'est peut-être. pas une somme d'individualité. Il y a plus de gens qui savent travailler en équipe, sans doute, que de gens résistants. Parce que moi, je pense, évidemment, quand vous parlez, et tous les auditeurs pensent à eux-mêmes, si vous nous privez de sommeil, je ne sais pas comment on peut réagir. En fait, dans nos vies, on a été très peu confrontés à ça. Pour tout dire, on ne l'a même sans doute jamais été. On va chercher à aider les gens à connaître leurs limites
Et souvent, très souvent, pour la plupart des gens, la très grande majorité, nos limites sont au-delà de ce que l'on peut l'imaginer. Et c'est un peu le rôle des instructeurs de pousser les gens au-delà de leurs limites pour qu'ils voient qu'on peut progresser, qu'on peut avancer dans tous les domaines. C'est absolument passionnant. Alors, nous avons une petite équipe avec qui nous travaillons en équipe, mais sans beaucoup de stress, disons-le. Fabrice Lafitte, en tout cas pas le même stress, et Monsieur Boubouk qui nous écoute. Ah ben il est là, justement. Hein, est-ce que vous seriez un bon élément du GIGN lorsque vous entendez le général Orozco? Moi, je veux dire quelque chose, c'est que finalement, on se connaît assez peu, généralement, parce qu'on n'a pas été mis dans ces situations. Mais il faut une condition physique hors norme, non? Oui, mais ça, vous l'avez, la condition physique. Je sais pas. La condition physique, elle suit. Le mental, l'intendance, elle suit, comme disait Napoléon. Après, c'est le mental, c'est la psychologie. C'est ça qui est difficile. Ne pas dormir, c'est compliqué. C'est ça qui est difficile. Alors, il y a une question que Franck va poser. Mais lorsque vous voyez quelqu'un, lorsqu'il arrive dans votre bureau, est-ce que déjà, avant justement ces 3 mois de stage, vous vous amusez à faire un pronostic sur, après une conversation, de savoir s'il tiendra ou pas? Est-ce que ça se voit? Non. Par contre, l'instructeur, alors tous les vendredis de mon temps, mais je pense que ça n'a pas changé, les instructeurs viennent dans le bureau du patron et disent voilà, la semaine, il y a des cartons jaunes et des cartons rouges qui sont distribués. Jamais un instructeur ne se trompe et il peut dire la semaine prochaine, celui-là, il va nous faire une fracture de fatigue, parce qu'il y a des fractures de fatigue, ou celui-là, il va jeter l'éponge, ou celui-là, il a un petit coup de mou, mais ça passera. Il y a une vraie connaissance et il ne faut pas s'arrêter à la... Justement, c'est ça. Le danger, c'est de s'arrêter sur la première sensation et de se tromper sur la personne. On ne veut pas se tromper, parce que c'est un investissement humain fantastique. Ghislain disait que les gens restent une dizaine d'années. Pourquoi? Parce qu'il faut au moins 5 ans d'expérience pour être quelqu'un de vraiment opérationnel au GIGN. On ne peut pas se permettre de se tromper. Une fois que la personne est rentrée, c'est très difficile de l'en faire partir. Donc, il ne faut jamais se tromper parce qu'après, c'est un danger pour les camarades et c'est un danger pour la réussite de la mission. C'est passionnant en tout cas de vous écouter tous les deux. On va marquer une pause. Franck est toujours là. Je crois que Franck, vous vouliez poser une petite question, Franck. Oui. Absolument, j'ai une petite question. J'aurais voulu savoir, notamment parce qu'on sait que le GIGN est spécialisé dans tout ce qui est libération d'otages. Et j'aurais voulu savoir si, par exemple, est-ce que, avec ce qui se passe actuellement au Proche-Orient, est-ce que l'armée israélienne est en contact avec le GIGN pour leur demander éventuellement de l'aide, ou alors comment ils opéreraient? La réponse de Ghislain Réty, le général qui est l'actuel patron du GIGN. L'Israël fait partie de la shortlist des pays avec lesquels on échange régulièrement. Pour autant, là, on est dans une guerre, donc ce n'est pas notre créneau. Et l'unité qui est notre homologue, donc le Yamam, est une unité qui est très très engagée, qui a subi d'ailleurs de lourdes pertes. Et pour l'instant, on ne se met pas à disposition de leur service. On va marquer une pause et vous allez pouvoir continuer d'interroger les deux généraux, Ghislain Réty et Thierry Orozco, sur cette profession qui, je le disais tout à l'heure, peut faire rêver parce que c'est l'appartenance au corps d'élite. Et ça, je pense que les gens sont très fiers toujours d'appartenir au GIGN. Et puis en même temps, mystérieuse derrière ce rêve parce que ces hommes sont des hommes d'exception. Et c'est vrai que on peut les saluer parce que ils interviennent dans des missions périlleuses et le travail que vous faites, vous le faites pour les Français. Il est 12h11, à tout de suite. De 11h à 13h, vous écoutez Pascal Pro et vous sur Europe 1. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Europe 1. Pascal Pro et vous. De 11h à 13h avec vos deux invités, Pascal Ghislain Réty, général Ghislain Réty et général Thierry Orozco. Le patron en place et puis celui qui l'a été du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, le GIGN. Monsieur Olivier Guénec, avez-vous une remarque à faire peut-être? Alors non, je posais la question en antenne de savoir si ce n'était que du mental. Et oui, ça c'est une question souvent qui est posée d'ailleurs, et c'est une excellente question. Est-ce que tout est dans la tête pour être... Le mental et le physique sont quand même très liés. Donc oui. Sans mental, le physique ne suit pas, et sans physique, le mental ne suffit pas comme moteur, quoi. Pour moi, le mental est quand même l'aspect principal. Voilà.
Alors évidemment, vous avez parlé de beaucoup de choses, et notamment l'évolution du métier. Vous écrivez ceci: aujourd'hui, le politique peut être renseigné sur tout, ce qui peut être un avantage comme un handicap. Autre conséquence de la numérisation, c'est l'hypermédiatisation. Aujourd'hui, il y a un reporter derrière chaque délinquant. Non seulement c'est un reporter, mais en plus c'est du direct sur les réseaux sociaux, sur les violences urbaines. Le risque était que des gens du GIGN soient encerclés par une vingtaine de délinquants, que l'on n'ait pas trop le choix pour se désengager, soit forcer le passage avec le risque d'écraser ou de blesser quelqu'un, soit faire usage des armes comme le LBD, soit voir brûler un véhicule de GIGN encerclé par 80 manifestants. C'est vrai que vous devez faire, et ça c'est nouveau, depuis je ne sais pas si c'est 5 ans ou 10 ans, vous devez faire avec les vidéos qui vont filmer tout ce que vous ferez. On peut le voir comme un inconvénient, on peut le voir aussi comme un atout. Tout dépend de quel côté on se place. On le prend en compte comme un adversaire, mais aussi on y travaille. On se dit, tiens, aujourd'hui, tout est filmé, comment récupérer tous ces signaux, comment les exploiter et comment s'en servir pour obtenir du renseignement et optimiser nos interventions. Donc, il faut toujours voir le côté positif quand même des choses. Mélinda est avec nous, elle veut peut-être interroger. Bonjour Mélinda. Bonjour, Vous nous appelez d'où Mélinda? de l'Orne. Vous êtes Normandie. vous-même, vous faites un peu partie de la famille de la police ou de la gendarmerie? Je l'ai épousé en fait. Vous avez épousé un policier ou vous avez épousé C'est un ça. gendarme? Un policier. Bon. J'ai épousé, avant il n'était pas policier, il est devenu policier, parce qu'on s'est connus jeunes. Mhm. Donc j'ai épousé forcément son métier, puisque c'est maintenant indissociable. Bon, est-ce que c'est une vie particulière? Oui, je pense. Bon, après, on s'en rend peut-être plus compte avec les années, mais oui, parce que y a la notion de danger au quotidien quand même. Il faut quand même vivre avec ça. Et puis, comme vous en parliez juste avant, il y a les réseaux sociaux. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui peuvent circuler, donc il faut faire attention à nous et puis à nos enfants aussi. Donc, oui, c'est une vie un peu particulière, mais bon. On fait avec. Le général Thierry Orozco est avec nous également, et il a dirigé le GIGN entre 2011 et 2014. Est-ce qu'effectivement, avant de prendre de telles fonctions, on échange, je ne sais pas quelle était votre vie privée à ce moment-là, mais avec votre épouse, avec vos enfants, est-ce que c'est une décision que vous prenez seule, ou est-ce que elle est le fruit d'une décision ou d'une discussion collective? Alors, entre GIGN, c'est un vrai projet de vie, hein. Inversement, je pense que le GIGN aime à recruter des gendarmes ou des officiers qui sont en couple. C'est quelque chose qui apporte de la maturité, qui fait que les gens sont posés. Maintenant, la vie au GIGN, c'est une vie de gendarme, donc on vit proche de son lieu de travail, hein. Les gendarmes GIGN habitent grosso modo à 200-300 mètres de leur lieu de travail. C'est pour ça qu'ils peuvent partir en moins de 20 minutes. Inversement, les familles sont très impliquées, puisqu'elles savent que les gens partent, elles ne savent pas forcément où ils vont, pourquoi faire. Et puis peu à peu, comme dit la dame, on se fait à cette vie. Et ce qui est une exception vue de l'extérieur, de l'exceptionnel, ça devient une règle de vie, et on trouve un équilibre avec son conjoint dans ce monde qui est quand même un monde extrêmement exigeant, tant au niveau des risques que l'on prend que de la disponibilité qui est extrême. Vous nous avez dit combien de personnes au GIGN aujourd'hui, monsieur Réty? En tout, 1 millier. Bon, 1 millier, c'est 1000 personnes en ce moment. Il est 12h18, elles sont où ces personnes? Alors, elles sont en mission, en grande partie. Elles sont en mission, il y a des... En mission, on est présent dans 12 pays du monde, par exemple. On a 250 personnes qui sont dans les Outre-mer. Mais en France, aujourd'hui, elles sont où? Elles sont dans une caserne et elles attendent que quelque chose se déclenche? Ou elles sont sur le terrain en ce moment? Les deux. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont chez eux, donc à proximité, d'alerte, prêts à partir, prêts à s'engager sur n'importe quel type de mission qui serait du niveau du GIGN. D'autres sont déployés sur des missions réelles. Ça peut être, je ne vais pas vous citer précisément parce que les affaires sont en cours. Mais en ce moment, par exemple, le GIGN, parce qu'on parle toujours du GIGN que lorsqu'il y a des affaires exceptionnelles. Mais tous les jours, les gendarmes du GIGN, les 1000, sont en action ou en exercice? Tous les jours, il y a 6 à 7 missions nouvelles. Donc c'est 2500 nouvelles missions
par an. Sur le sol de France. Sur le sol, métropole et outre-mer. Voilà. Et il y a des missions qui durent très longtemps. Je prends un exemple de mission d'une protection d'une ambassade au hasard, l'Irak. C'est une mission qui dure depuis une vingtaine d'années. Donc on a compté une mission il y a 20 ans. Actuellement, on est présent dans 12 pays du monde pour des missions de protection d'intérêt français. Ça veut dire que devant l'ambassade d'Irak à Paris, il y a des représentants du GIGN. Alors, je me suis mal exprimé. C'est le représentant de la France, donc l'ambassadeur, à Bagdad, à Mossoul ou à Erbil. D'accord, qui est protégé par le GIGN. C'est sur le sol irakien. On protège les autorités, pas les bâtiments. D'accord. On va marquer une pause dans quelques instants, mais évidemment, je pensais vous candidater, cher Olivier Guénec, au GIGN, mais il y a un handicap majeur. Lequel? Qui est? Le couple. Ah, je peux pas me lancer là-dedans, là. Non, bien sûr. Non, mais attendez, le général, le général Orozco, qui est un homme de qualité, a dit qu'on ne peut pas recruter quelqu'un de célibataire. Ah, mais non, parce qu'il y a un équilibre qui convient, donc vous ne pouvez pas. Attendez, vous insinuez que je ne suis pas équilibré. C'est ce que vous dites. Mais je le dis. C'est le monsieur Orozco qui le dit. Il dit que lorsqu'on n'est pas marié, on manque de maturité et d'équilibre. Ouais. Ah oui, mais c'est possible. Oui. Donc effectivement. Mais si c'est tout ce qui me manque pour rentrer au GIGN, je vais me mettre en couple, comme ça. Je candidate. Non, mais ces éléments psychologiques, effectivement, sont importants. J'imagine qu'il peut de temps en temps, vous avez des candidatures, j'allais dire un peu farfelues, des gens qui rentrent pour de mauvaises raisons. Un côté peut-être cow-boy que vous voyez, qui se voit comme le nez parfois au milieu de la figure, et que dans ces cas-là, ce ne sont pas des profils que vous gardez. Alors non, on a effectivement tout type de profil, mais ça on les voit très rapidement. Les cow-boys, au bout d'une semaine, en général, ils passent pas les 15 jours. Voilà. Et ça peut vous rassurer, on a quand même beaucoup de célibataires aussi au GIGN. Voilà. Mais surtout que je ne comprenais pas pourquoi. Quand on est célibataire, au moins on n'a pas d'attache, et c'est mieux de prendre quelqu'un de célibataire, non? Non? Ça c'est intéressant, et cette dimension psychologique du recrutement, monsieur Orozco peut peut-être y répondre. Alors, comme dit Ghislain, on ne va pas en faire un critère. D'accord. Mais on sait que dans la catégorie des têtes brûlées, les gens en couple sont moins têtes brûlées que les autres. J'ai compris. Ça y est, je vois. C'est vrai que vous avez Vous avez peut-être raison. Vous avez une tête brûlée. C'est ce qui m'a frappé. Bon, il est 12h21. On marque une pause peut-être. Et puis, si on pouvait avoir quelques éléments sur des interventions, comment elles se sont déroulées, bien sûr, et quelques secrets, nous n'en aurons pas sans doute, mais des choses qu'on puisse dire, bien évidemment, notamment sur quelque chose qui nous intéresse toujours, c'est celui qui va parler ou au ravisseur ou au preneur d'otages, et comment cette phase-là, qui est une phase psychologique, elle peut nous intéresser. À tout de suite. De 11h à 13h, vous écoutez Pascal Pro et vous sur Europe 1. Pour réagir et donner votre avis sur Europe 1, rendez-vous sur la page Facebook de Pascal Pro et vous. Europe 1. Pascal Pro et vous. Avec Pascal Pro de 11h à 13h et vos deux invités, Pascal, général Thierry Orozco et général Ghislain Réty. À l'occasion de la sortie de ce livre, le GIGN, par ceux qui l'ont commandé, le mot ennemi est-il écrit et banni du vocabulaire du groupe. Christian Proutot raconte: j'ai imposé aux sous-officiers dès le premier jour de leur formation, le 3 novembre 1973, et je rappelle qu'année prochaine on célébrera les 50 ans, la notion du respect de la vie. Je leur ai dit, votre arme ne doit pas être le prolongement du courage, il faut pouvoir envisager toutes les solutions avant d'en arriver à l'inéluctable. Supprimer une vie, c'est le pouvoir de Dieu, c'est le pouvoir de vie et de mort. Donner la mort quand on a épuisé toutes les possibilités, cela doit rester exceptionnel, mon général. Oui, cette culture, c'est vraiment du respect de la vie, c'est vraiment dans l'ADN du GIGN depuis 50 ans. Et on essaye de reculer au maximum l'usage des armes. Toutes les missions qu'on a engagées, notre mission prioritaire, bien sûr, c'est de sauver les otages chez les otages et d'interpeller vivants, que ce soit un forcené ou un criminel. On est prêt à repousser assez loin cette légitime défense. Je prends l'exemple d'un forcené dans le Calvados l'année dernière. Il a tiré 240 cartouches. Le GIGN n'a tiré aucune cartouche pour, au final, l'interpeller vivant. Pour autant, bien évidemment, si besoin, on fera usage des armes. Mais si jamais on doit
faire usage des armes, on essaiera, si possible, hein, de viser l'épaule armée, c'est-à-dire de le neutraliser, non pas le tuer. Nous, on est là pour le rendre à la justice, et on n'est pas là pour se rendre justice soi-même. Et je rappelle que si vous nous rejoignez à l'instant que vous êtes l'actuel patron du GIGN, vous écoutez Europe 1 depuis 12 heures et nous sommes avec les patrons du GIGN, celui qui dirige aujourd'hui et celui qui le dirigeait hier, Thierry Orosco, entre 2011 et 2014. Alors, ce qui est intéressant, c'est toujours de prendre un cas concret. Imaginons une prise d'otage à l'instant, et imaginons un homme qui a pris des otages, des enfants, dans une école. Le GIGN est évidemment appelé, il intervient, et j'imagine qu'on veut entrer en contact avec le preneur d'otages. Comment ça se passe? Est-ce qu'il n'y a qu'un seul interlocuteur? Quel est celui qui est formé pour cela? Est-ce que vous pouvez nous donner des renseignements? Alors, tout d'abord, c'est de la négociation. Alors, négociation qui est un terme dont la sémantique est un peu différente de celle du monde privé où je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que le négociateur, négocier dans le monde civil, ça veut dire faire une solution gagnant-gagnant. Dans le monde du GIGN, on peut imaginer que si on négocie, il n'y a pas forcément du gagnant-gagnant derrière. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que négocier, c'est un vrai métier. C'est pas parce qu'on sait parler, c'est pas parce qu'on a une bonne phraséologie qu'on est capable de négocier. Ça, c'est la deuxième chose. Après la négociation, Ghislain en parlera beaucoup plus actuellement que moi et de manière plus opérationnelle que moi. La négociation, c'est avant tout acheter du temps. C'est-à-dire que dans une unité d'intervention, mais aussi de l'autre côté, que ce soit un forcené ou un terroriste, on négocie parce qu'on veut acheter du temps. Tout le monde va essayer d'acheter du temps, et négocier, c'est acheter du temps. Et en plus, pour le GIGN, au-delà de résoudre la crise pacifiquement et sans violence, c'est aussi une source puissante de renseignements. Ça va aider le commandant de l'opération à comprendre ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, avoir des opportunités, faire des diversions. Tout ça, c'est un métier de négociateur. Et on dit toujours, celui qui négocie ne commande pas et celui qui commande ne négocie pas. Il ne faut pas mélanger les genres, sans ça on va à la catastrophe. C'est passionnant, hein, vraiment de vous écouter et de voir des prolongements sur une situation qu'on peut imaginer. Mais ce négociateur, donc sur les 1000 personnes du GIGN, j'imagine qu'il y a quelques-uns dont c'est l'unique spécialité, négocier. Exactement, on a ce qu'on appelle une cellule nationale de négociation. Donc ils sont 4, vous voyez, ils sont d'alerte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a ensuite un réseau de négociateurs qu'ils animent, qu'ils dirigent. Donc ce sont un peu nos yeux et nos oreilles avancées sur l'ensemble du territoire. Ils ont été recrutés comment, ces 4? Choisis comment? Alors, ce sont avant tout des opérationnels. Donc ils ont un passé à l'intervention. Ils savent ce que c'est qu'une prise d'otage, ils l'ont vécu. Ils savent ce que c'est que de rester 24 heures derrière un fusil et attendre dans le froid. Ils savent ce que c'est que de porter un bouclier en attendant une opportunité. Donc ils connaissent tous les schémas tactiques. Donc ils sont quasiment dans la tête de tous les opérateurs. Ils ont été à tous les postes. Ce qui évite, quand il y a une prise d'otage, quand le chef de mission leur dit « prépare-moi une diversion sur telle façade », ils ont tous les mécanismes en tête. Ils savent où il va falloir se positionner, ils savent jusqu'où on pourra avancer. Et oui, mais c'est eux qui vont être en négociation avec, en l'occurrence, ce qui m'intéresse là dans notre discussion, c'est le preneur d'otages. Alors, ils sont en contact direct avec leur preneur d'otages, mais ils ont la mécanique globale de la gestion de la crise. Mais alors là, comment on opère, et c'est ça qui nous intéresse aussi, j'imagine que la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle, sans doute. Il y a un travail préparatoire. et que quand on est face à un preneur d'otage, on le découvre, on l'appréhende, on cherche sa psychologie, est-ce qu'il va passer à l'acte ou pas, que tout ça est animé, donc ça demande de l'empathie, de la psychologie, de l'expérience, autant de choses qui nous intéressent de savoir, mon général. Exactement. Il y a d'abord un gros travail préparatoire. Avant de prendre contact avec le forcené ou le preneur d'otage, on va faire un petit peu un environnement, le profil psychologique, à partir de la famille, à partir des gendarmes qui pourraient le connaître, des voisins, du médecin traitant s'il y en a un, etc., de façon à aborder et élaborer une stratégie de négociation. Et une fois que tout sera un petit peu calé, on va commencer à prendre son téléphone ou à la voix s'il n'y a pas de téléphone et à entrer en contact avec lui. Et après, comme le disait tout à l'heure Thierry, il y a une grosse phase d'empathie, d'écoute. On va réagir par rapport à ce qu'il va annoncer. On va pouvoir déterminer un petit peu ces phases dans lesquelles il est.
déterminer, et on va pouvoir proposer des options. Et à un moment, on va arriver à une proposition d'option de reddition ou au moins de libération d'otages. Donc tout ça, c'est de la négociation. Il est 12h33. Est-ce qu'on doit marquer une nouvelle pause, Olivier Guénec? On a reçu un petit message sur notre page Facebook de la part de Flying Fox. Bon, c'est un pseudo. Et il nous dit: merci de mettre en avant cette magnifique unité de la gendarmerie nationale. Et salutations toutes particulières au général Réti, côtoyé en Guadeloupe. J'étais alors au GPI, devenu depuis antenne GIGN. Voilà, message sympa pour vous. J'essaierai d'identifier qui est ce Flying Fox. Vous allez enquêter. Bon, évidemment, vous êtes passé par toutes ces phases, la formation, l'instruction, la difficulté pendant les 3 mois. Vous savez parfaitement au millimètre ce que vous imposez à ces jeunes gens que vous recrutez, et vous savez parfaitement toutes les filières qu'ils vont prendre. C'est vrai que pour ma part, je suis entré au GIGN en 1995. Donc ça, vous êtes un des plus anciens sans doute aujourd'hui? Oui, le deuxième plus ancien du GIGN. Officiers comme sous-officiers passent exactement les mêmes tests. Donc on connaît exactement la difficulté. Au début, on est même en binomage à des postes et on passe à tous les postes. Donc j'ai fait tous mes grades au GIGN. Donc c'est vrai que j'ai une bonne culture de l'unité. Ça aide beaucoup pour la commander. Pour autant, j'en découvre tous les jours parce que c'est une unité qui est pleine de ressources, pleine de pépites. Et il y a une grande marge de manœuvre qui est laissée à l'ensemble des opérationnels pour développer, pour créer. Donc elle est bien canalisée, elle est orientée, cette marge de manœuvre. Mais en même temps, c'est ce qui fait aussi la force de l'unité. Quand vous dites que vous commandez dans une situation extrême de prise d'otage, où les responsabilités et les conséquences, plus exactement, peuvent être extrêmement importantes pour le pays, qui a le final cut? C'est pas vous. Lorsqu'on a vu, par exemple, Nicolas Sarkozy entrer, c'était le RAID. C'était le RAID, oui. Avec une man-bombe. Lorsqu'il entre, à juste titre d'ailleurs, formidablement, il n'est pas ministre de l'Intérieur à ce moment-là, il est maire de Neuilly, avec ce courage, et qu'il va chercher lui-même les enfants. Forcément, il y a quelqu'un qui lui donne l'aval. Qui donne l'aval? Le ministre? Le commandant? Qui décide? La gestion de la crise en France, c'est le Premier ministre qui a l'autorité et qui a la gouvernance de la crise. Bien évidemment, le président de la République. Si vous me permettez, parce que je ne suis pas sûr que Mme Borne elle en sache autant que vous. Je ne veux pas être désagréable avec Mme Borne, mais si elle vient sur des sujets où vous bossez dessus depuis 35 ans et que c'est elle qui décide, je préfère que ce soit vous. Mais je ne veux pas, je le répète, être désagréable avec Mme Borne. C'est au niveau du Premier ministre que ça se passe. Le ministre de l'Intérieur, bien évidemment, a un rôle majeur aussi. Le président de la République, en fonction de la crise, aura lui aussi certainement le dernier Sur mot. l'opérationnel? Sur l'opérationnel, sur la stratégie globale. Oui, mais parfois, ils en savent moins que vous. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Vous êtes des professionnels. C'est au commandant du GIGN d'apporter les éléments de décision avec les avantages, les inconvénients, les risques, pour que le choix stratégique, voire politique, soit fait. Est-ce que ça vous est arrivé que la décision soit prise et que vous pensiez que ce ne soit pas la meilleure qui est prise parce qu'on ne vous a pas écouté? Ça voudrait dire que j'ai mal présenté les arguments. Mais pas forcément. Il y a parfois des raisons politiques, de communication ou d'autres qui peuvent... À ma connaissance, moi, j'ai jamais eu à vivre ce cas. Peut-être que Thierry a eu le vivre. Et la délégation ensuite de la conduite des opérations, au niveau de ce qu'on appelle nous la tactique, voire le niveau opératif, est vraiment c'est le commandant du GIGN qui l'a et qui la laisse lui aussi en partie à ses officiers. Monsieur Roscoe, est-ce que vous avez eu le sentiment de pouvoir faire ce que vous vouliez lorsque vous étiez au GIGN? Oui, alors le commandant du GIGN a aussi une fonction pédagogique, c'est celle d'expliquer au décideur final ce qu'il peut faire et comment il peut le faire. En fait, la vraie négociation, elle est avec le Premier ministre autant qu'avec le preneur d'otages, si je comprends. Oui, pour illustrer, il y avait un ministre de l'Intérieur, et une fois, je lui ai dit, il venait de prendre ses fonctions, et je lui ai dit que ce qu'on lui disait avait une importance, parce que un succès tactique, c'est-à-dire le succès de l'opération du GIGN peut être un échec politique, mais un échec tactique est toujours un échec politique. Et donc, quand on disait qu'on pouvait faire quelque chose, et surtout qu'on ne pouvait pas faire quelque chose, il fallait nous écouter. Maintenant, nous sommes force de proposition, on ne peut pas enfermer le décideur dans des décisions qui vont être trop dures pour lui à prendre, ou contraire à ce qu'il voulait faire. Donc c'est à nous aussi, en tant que patron du GIGN, et ça c'est le travail quotidien de Ghislain, c'est à préparer les autorités et d'avoir le bon argumentaire.
Bon, en tout cas, on va marquer une pause. Je ne sais pas ce qu'en pense Géraldine qui vous découvre comme moi, mais quand C'est vous parlez, passionnant. Monsieur Orozco, et c'est vrai aussi pour Monsieur Réti, on a plutôt envie de vous écouter. Ah oui, oui, Hein, on est d'accord c'est captivant, tout à fait. Oui, et puis en plus, on a le Oui. sentiment que faut vous écouter. J'ai même envie de postuler, moi, Pascal. Je pense que je vais postuler. Je pense que la sûr. légèreté qu'il existe. Non, mais nous, on est dans des univers beaucoup plus légers, Ouais. évidemment, où la hiérarchie ne pèse pas de la même manière, où l'importance des ordres ne pèse pas non plus de la même manière, parce que les conséquences ne sont pas les mêmes. Vous êtes, vous, dans des métiers où l'erreur, le droit à l'erreur, en fait, n'existe pas. Ce qui change tout. Si moi, je me trompe quand je lance une pub, c'est pas très grave. Bien évidemment, ça peut nous arriver. Ça arrive, relativiser, ça du arrive. coup. Si, comme notre réalisateur, d'ailleurs je vous demande de ne pas parler trop fort, parce Oublie que Carillon. c'est l'heure où il commence à faire une légère sieste. Bon, c'est pas très grave, mais vous, et c'est ça la difficulté de ces jobs-là, et en même temps c'est leur honneur et c'est leur grandeur, c'est que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Il est 12h39, à tout de suite. Et avant la pause, je vous rappelle que cet après-midi, vous retrouvez Ondelat raconte comme chaque après-midi de 14h à 15h avec Christophe Ondelat qui chaque après-midi vous raconte les histoires qui vous ont marqué. Et cet après-midi, Christophe Ondelat vous racontera la tuerie de Chevaline, c'est l'épisode 1 aujourd'hui. Ondelat raconte 14h-15h, c'est sur Europe 1. Europe 1, Pascal Pro. De 11h à 13h, Pascal Pro et vous sur Europe 1 avec vos deux invités, Général Thierry Orozco et Général Ghislain Réti. Je ne Pascal. sais pas ce qui s'est passé à 12h42, on m'a apporté des cadeaux. C'est pour le jeu de tout à l'heure, le plus beau Noël d'Europe 1. Non, n'ouvrez pas, n'ouvrez pas, faut pas l'ouvrir. Faut pas l'ouvrir, Pascal. C'est pas pour. C'est pour un auditeur. C'est pour. Non, non. Je peux l'ouvrir ou pas Mais non, mais vous me mettez des cadeaux sous les yeux. Monsieur Réti, faites quelque chose. Oui, là. Vous réglez vos problèmes en interne. Vous me mettez des cadeaux sous les yeux. D'ailleurs, on n'a toujours pas parlé de la chanson de Noël qui sera programmée à 12h50, 12h52. Et on a un indice sur la chanson de Noël. On aura un indice, on va faire tintiller les clochettes et ce sera un grand classique américain. Tintiller. Clochette. Tintiller, teinter, vous voulez dire tintiller, c'est un verbe, ça, tintiller Oui. Tintiller, c'est un... On va c'est un- vérifier. On va vérifier tout de S'il suite. n'existe Du pas, je verbe le fais de rentrer dans le tintille, dictionnaire. tu On va sortir la tintilles. rousse. Je vérifie tout de Bon, suite. et Louise est arrivée ou pas? Elle est là, elle est là, bien sûr Et qu'elle est là. l'instant Louise, le fameux instant Louise, qui nous permet chaque jour... Belle transition avec le GG. C'est le bon D'un autre côté, elle est un peu prise en otage par Florian Karassoumayan depuis quelques jours. Bon, il est possible que le GIGN intervienne pour la libérer, parce que ça me paraît... Ils vont enquêter sur Florian. Ah bah oui, bah s'ils enquêtent sur Florian. Tintillé existant. Bon, tintiller... Teinté. Je ne dis pas que des bêtises. Non, et évidemment. Mais j'en fais. Donc, je vous rappelle, si vous nous rejoignez, qu'on est toujours avec le général Ghislain Réti et on est avec également Thierry Orozco, qui l'un est l'actuel patron du GIGN depuis 2020 et l'autre a dirigé entre 2011 et 2014. Je remarque d'ailleurs que finalement, on reste assez peu de temps à la tête du GIGN, c'est-à-dire 3 ans, 4 ans, 5 ans. Pourquoi est-ce que c'est aussi bref? Et qui vous nomme? Question posée au général Réti. Alors, on est nommé par décret du président de la République. Mhm. Après, c'est un choix sur proposition du directeur de la gendarmerie via le ministre de l'Intérieur. On reste pas si longtemps, oui et non, 3, 4, voire 5 ans, c'est quand même assez long. Il ne faut pas oublier qu'on a derrière nous souvent 10, voire 15 ans de GIGN. Donc pour ma part, par exemple, moi je suis rentré au GIGN en 1995, j'attaque ma 17e année au GIGN. Oui, mais au commandement, j'ai l'impression, alors c'est un hasard si le commandement n'excède pas 4 ans ou 5 ans, ou c'est une volonté? Ah, c'est une volonté, je pense qu'au bout de 4 ans... il y a moyen de faire beaucoup de choses. Il faut aussi garder sa motivation en permanence. Et puis derrière, il y a des gens qui veulent aussi prendre notre place. Donc non, 4 ans, ça me paraît une très bonne moyenne. Et une compétition pour la place que vous occupez? Pas une compétition, mais il y a forcément des gens qui postulent pour prendre le poste, des gens qui ont fait eux aussi un grand parcours au GIGN, et ça reste... pas un aboutissement, mais ça reste une belle finalité de terminer commandant du GIGN. Monsieur Orozco, pourquoi vous avez quitté la gendarmerie pour entrer dans le privé? Simplement parce que je me disais, qu'est-ce qui va pouvoir me motiver après ce que j'ai vécu au GIGN? Est-ce que je retrouverai en gendarmerie quelque chose qui me ferait autant vibrer? Je me suis dit, je vais aller voir dans le privé et puis tenter un nouveau challenge.
Et aujourd'hui, cette intensité que vous aviez au GIGN ou cet esprit de corps qui pouvait exister dans cette gendarmerie, est-ce que ce sont des choses qui vous manquent ? Oui. Oui, on doit dire, parce que franchement, le mot frère d'armes n'est pas un mot galvaudé dans ce cas-là. Et on se rend compte, surtout quand on l'a quitté, toutes les valeurs qu'il y a. Et la première valeur, c'est le mot confiance, qui est un mot sacré au GIGN, la confiance dans les autres. Et cette confiance que tous les hommes et les femmes ont entre eux, crée des liens qui survivent au départ. On se retrouve la semaine dernière, on était une 50aine d'anciens du GIGN qui nous retrouvions pour un repas tous ensemble. On le fait 2 fois par an. Et les liens sont restés des liens d'une fraternité d'armes. Je vous remercie grandement parce qu'on interroge beaucoup de gens forcément dans nos métiers. Il n'y a sans doute pas de monde parfait ni d'individu parfait, mais je suis toujours frappé lorsqu'on échange avec des policiers et avec des militaires de l'engagement personnel qu'est le vôtre, de l'éthique qu'est le vôtre, de la morale qui est le vôtre et au service des Français que nous sommes. Et pour cela, je voulais vraiment vous remercier et d'avoir eu cet échange avec nous. Il y a toujours de mon côté, en tout cas, une forme d'admiration pour qui vous êtes et ce que vous faites. Et vraiment, c'était un plaisir d'échanger avec vous. J'imagine que les téléspectateurs, les auditeurs même, auront écouté, même si on peut nous écouter sur Internet aujourd'hui. Et puis on peut peut-être terminer par une image que tout le monde connaît, c'est Peur sur la ville en 75, tournée à l'automne 74 avec Jean-Paul Belmondo. Eh bien, c'était avec les équipiers du GIGN et leur chef d'ailleurs, la fameuse descente en rappel à la corde lisse depuis un hélicoptère qu'avait fait Belmondo sans trucage et où il entre évidemment dans un appartement parisien. Merci vraiment grandement. Merci beaucoup messieurs Orozco et Eretti et bonne journée à vous. Merci à vous. Le plus beau Noël d'Europe 1. Offrez à ceux que vous aimez une fête qui restera à jamais gravée dans leur mémoire. Cette semaine, écoutez Europe 1 et à tout moment, Jouez pour votre meilleur ami, votre mère, votre grand-père. vos enfants ou l'amour de votre vie. Jouez et gagnez pour eux les plus beaux cadeaux. iPhone 15, PlayStation, Dîner gastronomique étoilé. Nintendo Switch, voyage magique en amoureux, vacances au ski en famille. Pour participer au jeu Le plus beau Noël d'Europe 1, inscrivez-vous maintenant. Envoyez Noël par SMS au 7 39 21. 3 fois 75 centimes plus coût du SMS.